Moi, je suis partisan d'une masculinité qui est intégrale, qui est globale. C'est-à-dire que elle est harmonieuse. On met pas tout on met pas tout dans un axe en fait. Je vais pas tout mettre dans mon corps. Je vais pas tout mettre dans ma femme et mon mariage. Je vais pas tout mettre sur mes enfants. T'as des gens qui te disent ça. Non, le plus important pour moi c'est mes enfants. Non, mes enfants ils vont vivre leur vie quand ils auront 18. Oui, 19, comme nous on l'a fait. On est devenus aussi des adultes indépendants. Exactement. Je vais pas me réveiller quand mes enfants auront 20 ans. Bien sûr. Je vais pas me rappeler que je peux me déployer dans une carrière, je peux être en service de clients, d'hommes, peu importe qui sera sur mon chemin. Je vais pas me réveiller quand mes enfants auront 20 ans. Et je vais pas tout mettre dans mon couple. Je vais pas tout mettre dans il faut apprendre à faire de l'argent, à le gérer, à l'investir. Non, aller dans un espace d'équilibre. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite. Bonjour Géraud. Bonjour Isabella. Comment vas-tu ? Super. Bienvenue dans ce podcast du Mal du siècle. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Je suis vraiment ravie parce que je sais qu'on va aborder aujourd'hui un sujet qui va être hyper important, hyper intéressant. Mais avant tout, on va parler de toi pour te présenter auprès des personnes qui vont écouter ce podcast aujourd'hui. Tu es fils d'un ancien militaire qui t'a eu d'ailleurs assez, ce qu'on pourrait dire, tardivement, à 62 ans. Absolument. Ouais. Ça a joué, je pense, par la suite, notamment dans ton éducation. Ça a joué sur plein de choses, ouais. Ouais, tu vas nous en parler après. Tu as grandi à Orléans, tu as été bercé par des témoignages d'un père qui a vécu des événements historiques. Ouais. Quel type d'événement d'ailleurs il a pu vivre ? Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie et plus encore. Pas mal d'histoires. Il a enchaîné toutes les guerres. Il a fait quasiment que ça pendant 30 ans. Donc tu l'as pas vu souvent d'ailleurs ? Moi je suis né après. Ah oui, c'est vrai, Moi je suis arrivé en 82. Aujourd'hui j'ai 41. Donc il a gros bagage. Gros bagage. Plein de choses à raconter. Et très marqué. Et en même temps, j'en reparlerai tout à l'heure, en même temps très doux, très généreux. Et un homme qui s'autorise à pleurer aussi. Qui s'autorise à pleurer. Ouais. C'était pas du tout le militaire bourrin. En tout cas, l'homme de 62 ans que moi j'ai eu, mes grands frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs, auront peut-être pas le même discours, mais moi, l'homme que j'ai eu à 62 ans, le père que j'ai eu, était un père qui voulait de la douceur. Voilà. La douceur dans un environnement où, au niveau scolaire, il a été tolérant sur le fait que tu as fait un petit décrochage scolaire. Hein, c'était pas trop, il s'en foutait, en fait, il était en fin de vie, lui, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait, c'est profiter de son dernier fils au maximum. Quand je lui ai ramené un 4 sur 20, un 2 sur 20, il me dit t'inquiète, j'aurais fait pire. Mais ce qui était important pour lui, c'est que quand il est là, on ne pouvait pas vivre ensemble. Et quand il venait nous voir avec ma mère, quand il était là, par contre, il fallait être là. Donc il y avait une présence à avoir. Et donc on était ensemble, Il était où ton père ? Il était avec sa femme. D'accord. Qui n'était pas ma mère. D'accord, ok. En France ? En France, oui, il habitait à 15 km de chez moi, sauf qu'il avait son chez lui, il avait sa femme, et à côté, il y avait ma mère. Moi, j'ai grandi en parallèle avec ta mère. J'étais avec ma mère tous les deux et mon père en fait venait quasiment tous les matins m'emmener à l'école jusqu'à la 6e quoi. Et donc tous les matins il venait. Mais mon père a dormi chez moi peut-être 3 fois en 20 ans quoi. Donc j'ai eu une relation un peu particulière. Et tous les soirs il m'appelait. Un père en alternance. Mais je l'ai jamais vécu comme ça en fait. Parce que j'ai jamais entre guillemets manqué de lui. Je me suis toujours senti aimé. J'ai jamais eu le reproche de t'es pas là en fait. Puisqu'il était là le matin, il m'appelait le soir. Voilà, il y avait une situation et limite pour moi c'était normal parce que je suis né dedans en fait. Je suis né dans cette situation avec un père qui est tiraillé entre deux foyers et avec un secret de polichinelle en plus parce que tout le monde savait en fait. C'est un début en fait qui est assez rocambolesque. Ouais non mais ça c'était pas le sujet d'aujourd'hui mais on en. Ouais c'est marrant que tu partes là-dessus mais. Non c'était pas voulu mais. et finalement ça en fait. Tu vois, quand ils m'emmenaient à l'école, mes potes me disaient ton grand-père quel âge ? Je dis non, c'est mon père. C'est bon, c'est ton grand-père. Je dis non, c'est mon père. C'était un peu un monde parallèle, quoi. Ça pourrait par la suite justement aller vers notre thématique du jour qui est la colère. Hein. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as pu ressentir de la colère ? Alors, juste avant justement d'y revenir, très jeune, tu as déjà eu envie de parler de la masculinité, le langage, tu aimais ça, tu aimais la façon de parler, l'homme. Dès cet âge-là, en fait, tu as commencé à t'intéresser. En fait, très tôt, je suis devenu un peu le confident de mon père. Mon père me prenait un peu comme son aide de camp. Ouais. Et quand il venait me voir, on faisait de longues balades sur le chemin du halage au bord de Loire et on allait marcher, il ramenait des chiens, on allait promener ses chiens et en fait mon père s'ouvrait à moi en fait. Et donc il me parlait de ses souffrances, de choses qui revenaient de la guerre, mais aussi il me parlait en fait. Il s'ouvrait complètement à moi et il me traitait pas comme un enfant. Et il se confiait à moi. Des fois, il me ramenait des photos le matin. Il me disait voilà, ça c'est un pote à moi qui s'est fait tuer en Indochine. Il me ramenait des photos et ma mère disait t'es sûr, il a que 11 ans quand même. Et moi, je le prenais comme un acte de confiance. Donc, j'ai pas eu le cliché du père, tu sais, qui est dans un mutisme émotionnel.
Ça, on va en parler par rapport à la colère des hommes. Ouais. J'ai pas eu un père dans le mutisme émotionnel, au contraire. J'ai eu un père, en fait... Qui était complètement connecté à à lui-même et à l'homme que tu étais aussi. Alors lui, il avait beaucoup de colère, hein. Il avait beaucoup de colère, il avait du mal... il était colérique. Ouais. Il pouvait être colérique, il pouvait être né d'origine italienne, donc il avait le côté un peu méditerranéen, il pouvait, Je connais. il pouvait monter dans les tours. Mon père montait dans les tours en quelques secondes, il redescendait immédiat, quoi. Je sais que j'ai merdé, mais je m'en rends compte, mais à demi-mot, je te le Mais je te c'est fais excusez pas. comprendre. Par Ok. contre, ça, c'est une notion aussi, on en parlera. D'accord, tu voyages beaucoup au Japon, Ouais. tu décides même de t'y installer pendant combien de temps? Presque 9 ans, ouais. 9 ans. Donc tu voyages et tu rencontres en 2014 ta femme, avec laquelle Ici présente. Anissa, qui est présente aujourd'hui d'ailleurs, Anissa Lalahoum de Léa. avec laquelle tu vas faire des projets que tu as aujourd'hui au niveau professionnel. Tu en parles notamment dans un livre Ouais, qui s'appelle Le Paradis existe, c'est vous qui le créez. absolument. Coécrit avec Julie Denès, qui est disponible je fais la pub en même temps, disponible aux éditions Mindset ainsi que sur Amazon et la Fnac. Absolument. Voilà. Et depuis 6 ans, tu t'es engagé, et c'est d'où l'intérêt que tu sois présent aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le men's work. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Bien sûr. Le men's work, ou ce qu'on appelle aussi l'alchimie masculine, c'est comment transformer, transmuter, si on utilise le terme alchimique, comment transmuter un peu ce que j'appelle le plomb des émotions, refoulé des hommes, en un nectar, une grandeur, une puissance qu'ils peuvent offrir sainement au monde, et non pas imposer au monde. J'adore. Quelle distinction justement tu ferais entre le fait de l'imposer ou justement ne pas l'imposer? Il y a quoi derrière ça? C'est-à-dire ne pas partir dans une verticalité, ne pas partir dans je suis là, allez vous faire foutre et maintenant je vais faire en sorte que vous soyez à mon service. Mais c'est nous en tant qu'hommes être dans notre puissance, dans notre pleine autorisation, dans notre pleine grandeur, et nous être au service de la communauté humaine, tout en se respectant. Ça ne veut pas dire que je dis oui à tout, ça ne veut pas dire que je fais le sauveur, ça veut juste dire que je me respecte, je m'autorise à être puissant. Mais que la puissance n'écrase pas l'autre pour autant. Exactement. Ok. Par contre, je sais me positionner. Ok. Je sais dire oui, je sais dire non. Ok. Je sais qui je suis. J'apprends aussi à savoir qui Absolument. je suis. Et je suis capable de me remettre en question, et je suis capable de m'excuser, et je suis capable de taper du poing sur la table s'il le faut. Et donc, tu as créé justement en parallèle le Club des Initiés. Ouais. On est en plein lancement, là, c'était en pleine sélection là, des membres, là, on vient de commencer. Alors, c'est un espace confidentiel pour explorer ses ombres, ses lumières aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement? Je parlais d'oser sa grandeur juste avant, c'est exactement ça, en fait. Moi, j'ai remarqué que même des hommes qui étaient, entre guillemets, professionnellement, ou peu importe, dans certains espaces de leur vie, étaient puissants, épanouis, il y avait souvent une débalance. Là, j'ai connu des hommes qui faisaient du UFC, du bodybuilding, qui étaient des hommes magnifiques, mais qui habitaient dans des taudis ou qui avaient des relations avec leur compagne qui étaient catastrophiques. Et à l'inverse, j'ai connu des hommes qui entrepreneurialement étaient cartonnés. Ils savaient faire de l'argent, ils savaient manager des équipes, ils savaient faire des levées de fonds, ils savaient lancer un produit, c'était des super marketeurs, etc. Mais incapables de s'engager, incapables de se marier ou de devenir père, ça les terrorisait. Ou à l'inverse, ils sont pères, mais ils sont un peu débordés et ils mettent tellement en fait leur énergie dans un espace que forcément ils vont délaisser les autres pans, les autres espaces de leur vie. Qui peuvent naturellement être considérés de façon inconsciente comme un poids qui pourrait être plutôt comme une lourdeur ou quelque chose où ils ne savent peut-être pas le gérer. Ça dépend de leur conditionnement, ça dépend de leurs croyances, de leur perception. Alors, tu sais, quand j'étais au Japon, j'avais un bon ami à moi, il s'appelle Tess, c'est un japonais d'origine coréenne. Et c'est un gars, je l'ai toujours connu, il dormait 3 heures par nuit, il travaillait tout le temps. Et un jour, je me rappelle, c'était un job qu'il avait, il faisait le nettoyage dans les McDo à Tokyo. Et il m'a dit, voilà, ma chérie, elle est enceinte, on a le 2e qui arrive. Et je me rappelle que j'étais pas bien pour lui. En fait, je lui dis, mais ça va aller, parce que t'enchaînes déjà 3 ou 4 tafs, t'es livide, tu dors pas. Il dit non. Il dit, c'est parce que j'ai un enfant que justement, ça va s'améliorer pour moi, en fait. Et quand il m'a dit ça, il a changé toute ma perception. Et je l'ai revu cet été, effectivement. Il a eu encore un enfant après. Ouais. Et c'est un père extraordinaire et tout va bien pour lui. Et quand il m'a dit ça, il a changé toute ma perception. Parce qu'effectivement, ma croyance, il y a une quinzaine d'années, 10-15 ans, c'est effectivement que quand tu as un enfant, surtout au Japon, c'est merveilleux, mais c'est en même temps un poids, un investissement de temps, d'énergie, d'argent. Et quand tu es en plein lancement de carrière dans la vingtaine, la trentaine, que tu veux pérenniser, ça peut être pour certains hommes. Il y a la croyance, effectivement, que c'est chaud, que c'est dur. C'est plus du tout ce que je pense, surtout depuis que je suis père. Et moi, je suis partisan d'une masculinité qui est intégrale, qui est globale. C'est-à-dire que elle est harmonieuse. On met pas tout on met pas tout dans un axe, en fait. Je vais pas tout mettre dans mon corps. Je vais pas tout mettre dans ma femme et mon mariage. Je vais pas tout mettre sur mes enfants. T'as des gens qui te disent ça. Non, le plus important pour moi, c'est mes enfants. Non.
Les enfants, ils vont vivre leur vie quand ils auront 18, Oui, ils vont, 19. comme nous on l'a fait, on est devenus aussi des adultes indépendants. Exactement. Bien Je sûr, ne vais pas me réveiller quand mes enfants auront 20 ans. bien sûr. Je ne vais pas me rappeler que je peux me déployer dans une carrière, je peux être en service de clients, d'hommes, peu importe qui sera sur mon chemin. Je vais pas me réveiller quand mes enfants auront 20 ans. Et je vais pas tout mettre dans mon couple. Je vais pas tout mettre dans il faut apprendre à faire de l'argent, à le gérer, à l'investir. Non, aller dans un espace d'équilibre. Et pour moi, le mariage, et c'est le socle vers lequel j'aurais jamais cru aller, et qu'au fond de moi, je rêvais d'aller explorer, c'est le mariage. Peu importe comment chacun le vit, moi, je l'ai fait de façon spirituelle et administrative. Je l'ai fait dans les règles avec ma femme Anissa. Et c'est un espace, un cadre de liberté pour moi, alors que par mon histoire familiale, où j'ai vu Bien sûr. mon père un peu en galère avec son mariage. Tu aurais pu le voir en effet de prime négativement abord, clairement. et te dire c'était plutôt une prison, Un enfermement, plus ouais. qu'en réalité une possibilité au contraire de t'épanouir et complètement. Absolument. Encore une fois, c'est pas une coïncidence. C'est parce que je suis avec la femme avec qui je suis, parce que j'ai vu qui elle était, elle a vu qui j'étais. Et on le dit souvent, on a investi l'un sur l'autre. On a investi dans notre relation parce qu'on était au bout de nos systèmes respectifs, parce qu'on avait déjà exploré le tomber amoureux, les papillons dans le ventre et que ça n'avait pas marché. J'entends tout à fait ce que tu dis. Voilà. Et que là, de façon pragmatique, en vrai, j'ai toujours aimé ma femme. Oui. Mais on n'a pas été dans l'amour amoureux. On s'est pas daté pendant un an. Oui, il n'y a pas eu l'amour en fait qui est l'amour dont on parle, qui est celui qui te prend au trip, qui te prend au ventre et qui est un peu en mode ascenseur émotionnel, L'amour amoureux. où il fait C'est l'amour amoureux. autant mal que du bien et que finalement est-ce que ça vaut le coup de souffrir C'est ça. autant pour avoir c'est un peu comme la drogue en fait. Il y a le up et le down quoi. Exactement. Nous, on appelle ça la machine à projection. Ouais. C'est-à-dire, vite, montre-moi que tu as tout ce que je pense ne pas avoir. C'est ça. Et... Tu combles mes besoins Absolument. à ma Et place. exactement, c'est ça. Mm. Et c'est le gros problème parce que c'est ce que la plupart font. Et au bout d'un moment, c'est le fameux truc, au bout de 6 mois, 1 an, de dire, ah putain, je m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi conne en fait. Ouais. C'est normal. Parce que je projetais sur elle ça ou ça, peu importe. Et elle projetait sur moi pareil. Bien sûr. En général, on va chercher chez l'autre le besoin, ce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à assouvir et on croit que c'est cette personne-là qui va le résoudre. Et après, on lui dit, mais elle me comprend pas, etc. Mais non, en fait. Et le pire, c'est de lui reprocher après. Oui. C'est gonflé. Oui. Les hommes et les femmes le font. Les deux le font. Il n'y a pas de question de sexe. C'est les deux le font. C'est ça. C'est une question de névrose. Et avec ma femme, on était tous les deux dépendants affectifs. Elle avait la jambe droite, j'avais la gauche. Ouais. On s'est dit, ok, bon, bien, ça a l'air de fonctionner. et après, ça a été, on l'a calculé, je ne sais plus à combien, 25 ou 26 000 heures de cheminement ensemble. Parce qu'en fait, il faut savoir que depuis presque bientôt, l'année prochaine, on fêtera nos 10 ans. Donc depuis 9 ans, on est 7 jours sur 7, 24-24 ensemble. Justement, dans ce que tu parles sur le couple, beaucoup d'hommes ou de femmes disent non mais attends, c'est pas le bon ou ce n'est pas la bonne. Et finalement, on remet beaucoup l'échec, entre guillemets, moi je parle pas d'échec, je parle plutôt d'expérience, qui se réduit principalement à l'autre et pas à soi-même. C'est ce que tu rencontres beaucoup avec les hommes que tu rencontres. Comment ça se passe dans leur accompagnement amoureux? Moi, une des choses que je répète toujours à mes clients, aux hommes que je rencontre, c'est reprends ta fucking responsabilité, mec. C'est viens pas t'essuyer sur qui que ce soit. Oui, mais elle me parle pas de ta femme, ou bien en bien. Ne va pas me dire c'est à cause d'eux. Ok, à quel niveau? Si tu as été la chercher, si tu as été choisir que c'était elle, c'est qu'il y a des raisons. Donc posons ça. Quelles sont tes valeurs hautes? Est-ce que tu les as retrouvées chez elle? On va décortiquer le truc. Mais je supporte pas qu'un homme aille s'essuyer sur la société, sur sa femme, sur ses enfants. Je peux pas, j'ai des enfants. Tu dis, je peux pas, j'ai pas le courage de le faire. Teste pour voir. J'ai pas les couilles de monter mon entreprise. Comme ça, tu creuses un trou, tu mets ton idée d'entreprise et tu refermes le trou. Et puis tu lui dis au revoir. Mais viens pas t'essuyer sur tes enfants. Oui, trouver des excuses à dire que si j'ai pas réussi, c'est à cause d'un tel, etc. Exactement. Alors qu'on est complètement responsable de nos décisions et que finalement, c'est une forme de inconscient peut-être de déculpabilisation de se dire que de lâcheté, de manque de courage. Ouais. La vie demande du courage. Ouais, moi, j'utilise des mots, tu sais, un peu plus light, c'est-à-dire clairement. Et attention, quand je dis ça, c'est que je suis passé par là. Je me suis essuyé sur des femmes avec qui j'étais. Tout ce que je dis, je l'ai fait. Donc, j'ai été là, j'ai été hypocrite, j'ai été médisant, j'ai été minable, j'ai été petit. Et de l'autre côté, je sais être grand, je sais être généreux, je sais être lumineux, je sais aussi être tout ça. Mais c'est qu'il y a des blessures chez ces personnes-là, finalement, parce qu'ils se déresponsabilisent de leur relation en disant c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Mais voilà pourquoi ça marche avec ma femme, parce qu'elle est pas comme ça. C'est pas un petit oiseau blessé qui veut rester blessé. Mm-hmm. Ma femme, dès le départ, Anissa avait une soif, un désir ardent de sortir de son système. Okay. Et moi aussi. Mm. C'est ce qui nous a rapprochés, en fait. Oui. Et donc là, il n'y a pas de « Ah, mais j'aime pas trop ça chez elle. » J'en ai rien à foutre. Et quand je vois ça chez elle, chez une femme ou chez un homme, quand je vois un désir ardent d'eux, je dis « Waouh,
Ok. Mais il n'y a pas. Bon, après, on peut être. Enfin, si on est honnête, bien évidemment que tout n'est pas blanc, tout ne va pas toujours bien. Et sur les réseaux sociaux, et c'est le défaut des réseaux sociaux, c'est qu'on voit toujours le couple qui est parfait, le couple qui fonctionne super bien. Et ça crée énormément de complexité finalement Bien chez sûr. les gens qui regardent ça et qui disent « Attends, mais il y a un problème chez moi parce que moi, c'est pas du tout ça. » Et ça renforce en fait la notion d'échec de sa vie, quoi. Lis le livre, tu vas voir. Tu vas voir que ce soit dans le livre, que ce soit dans nos lives Insta, que ce soit dans le live Insta d'Anissa, nous, on le dit constamment. Moi, je me casse la gueule tous les matins. Je le dis tous les matins. Anissa, souvent rigole. On parlait d'Angela qui va venir tout à l'heure. Un jour, on fait un rendez-vous avec elle et moi, j'arrive dans notre espace et il y a le Palo Santo qui est en train de fumer et je le vois même pas. Je shoot dedans, tu vois. Et Anissa dit, voilà, ça, c'est Géraud. C'est un mentor pour homme qui shoot dans le Palo Santo. Et je dis, bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on cherche pas à être parfait, on l'est pas, de toute façon, on l'est pas. Au même endroit, je trouve que sur les réseaux, il y a de plus en plus de couples aussi, de gens que je trouve assez inspirants, qui justement se montrent assez authentiques. Ouais. Mais cette authenticité peut à nouveau devenir un nouveau produit, tu vois. Attention, regardez, je vais être authentique, bouge pas, je vais être authentique. Ouais, c'est ça. Regarde, En fait, c'est c'est tout. trop dur pour moi. Ouais. Mais c'est ok, c'est que des cycles. Ouais, mais c'est surjoué. C'est, tu vois, les trucs de dire, ouais, c'est trop dur pour moi, etc. Et finalement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En réalité, toi, aujourd'hui, si on se ressente sur les hommes que tu accompagnes, qu'est-ce qui revient le plus souvent chez ces mecs au niveau de leur... Ces hommes, hein, pas ces mecs. Ces hommes. Merde. Moi, je dis pas meuf. Ouais, c'est vrai. Femmes. Oui, Les hommes et des femmes. oui, comme quand on dit papa ou maman, est-ce qu'on dit plus le père ou la mère? Je sais, la Ça notion, revient toujours. les mots sont importants. Ça revient toujours. Un homme qui arrive et qui me dit les gonzesses, je dis, ouf, Oui, oui. on va prendre plusieurs cafés, assieds-toi bien. Ouais. Un homme de 35, 40 ans. Mais pour moi, le mec, tu vois, par exemple, dans ma notion, dans ma perception du mot le mec, c'est le mec, quoi. Tu vois, genre. Mais là, t'es au lycée, là. Oui, mais Là, voilà. c'est Isabella, 17 ans et demi. Mais là, c'est qui- ça. Là, je pensais à Art les cœurs à vie. Eh ben voilà. Bah voilà. Eh ben, je l'ai reçu. Ah, je me suis, ouais, le mec et tout, tu vois. Donc, pour moi, c'était ce que dans ma perception. Ouais, c'était mais plutôt, attention, ce que tu vas attirer un mec et tout en face. Tu vas pas forcément attirer un homme. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Et les hommes, c'est pareil, hein. Comme pour les femmes aussi, qui peuvent attirer les enfants, des hommes enfants, finalement, Bien sûr. dans leur côté. En Je fait, vais en faut juste prendre avoir soin, conscience de etc. ça. Tu vois, c'est comme des femmes qui vont sortir avec un dragueur et 5 ans après, elles disent, il m'a trompé. Bah, c'est un dragueur. Enfin, je pense qu'énoncé était clair. Oui, depuis mais le elle début. voulait changer. On va pas rentrer là-dedans. Ah Ça, bah oui. ça a tellement été vu et revu. Ah bah oui, mais, Ouais. mais en même temps, ça a été vu et revu, mais ça continue. C'est-à-dire que le cycle perpétue pour tout le monde, quoi. Dans le dernier livre de Robert Greene, c'est un auteur américain qui est francophone que j'adore. Il a écrit Les 48 lois du pouvoir. Et son dernier livre, il parle vraiment de la nature humaine. Et il dit à très juste titre que il y a de l'érosion, les montagnes se déplacent, tout évolue, les comètes, l'univers, tout bouge. Il y a une chose qui bouge quasiment pas depuis des millénaires, c'est la nature humaine. Donc on pourra répéter encore et encore. De toute façon, il y a certains messages qui sont pas accessibles à tous, en tout cas pas dans cette vie. Il y a des gens pour qui ce sera toujours hermétique, et il y a des gens qui resteront toujours collés dans leur corps de souffrance, qui resteront englués dans leur histoire, leur mélodrame, dans leur névrose, thérapie après thérapie, psychothérapie après psychothérapie, ayahuasca, ils peuvent manger des coccinelles et des bulots magiques, ce que tu veux. Ils resteront dans leur caca. Est-ce que je veux naviguer avec eux? Est-ce que j'en veux sur mon bateau? Non. 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 Tu vois? Non. Moi, je pars par là, toi, tu pars par là. Ouais, mais tu sais que... Non. Voilà, c'est des choix, en fait, c'est des positionnements. Et j'ai pratiqué le petit oiseau blessé, homme ou femme. Hein. On est obligé de passer par quelque chose pour savoir quel est l'inverse en réalité. Donc, c'est normal qu'on passe par là aussi. Ma question, par exemple, tu vois, quand on parle de tout ça, je pense à une personne, parce que je reçois des chefs d'entreprise aussi en podcast, et puis derrière, on parle en off. La majorité ont des problèmes en rapport avec les femmes. Okay. J'en ai un en particulier, dont je tairai bien évidemment le nom, qui va toujours vers... j'exagère, mais qui va vers des femmes qui ne veulent apparemment pas de lui, et il le sait, mais il a tellement peur d'être seul que finalement, il en vient à rester avec ce type de femme. Tu l'envoies? Et il me dit, et Isa, il me dit, comment je peux faire et tout. Je lui dis, mais du coup, ça viendra pas de l'extérieur. En réalité, ça peut venir que de toi. Est-ce que toi, comment tu vas faire du coup? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ce type d'homme? Parce que probablement, on a des hommes comme ça qui vont nous écouter aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas de ligne directrice type, mais malgré tout, si tu avais un conseil, ou qu'est-ce que tu peux remarquer là-dessus? Ça fait tellement cliché, mais on va déjà aller voir maman. On va aller déjà explorer le rapport à maman. C'est vu et revu, mais avec Anissa, on a fait de la constellation familiale et clairement, tout revient toujours à papa et maman parce que nos 15 premières années, pour pas dire les 20 premières années, en fait, on est tellement conditionnés par nos parents et puis par ce qu'on voit d'eux quel était son rapport à sa mère. Tu vois, est-ce qu'il courait après maman? Est-ce qu'il courait après la validation de maman? Moi, je compagne des hommes qui sont
comme je te dis, qui peuvent cartonner professionnellement et qui vont vite rentrer chez maman, tu vois. Élevé par sa mère, principalement, pour lui, en effet. Comment ? Il a été élevé principalement par sa mère. Bah, alors, tout à l'heure, on parlait de mon père, tu disais un père par alternance, et effectivement, j'ai été majoritairement élevé par ma mère, on va dire en présentiel. Mais mon père était toujours là, en fait. Toujours par téléphone ou par là, mais il était là. C'est pas, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était, je me sentais aimé, j'avais un père présent. Ce truc, c'est qu'il est mort quand j'avais 21 ans. Après, j'étais au Japon, donc c'est là où j'ai trouvé un cadre. Mais j'en parle beaucoup et les hommes élevés par une mère seule, et ça, j'ai eu des fois, pas des clashs, mais j'ai eu des explications, j'ai des femmes qui m'ont contacté parce que j'ai dit une mère ne peut pas être un père et une mère. Et t'as des femmes qui te disent mordicus, si, moi je suis son père et sa mère. Oh non, tu t'es pas un homme, tu peux pas être un père. Quand il y a un père qui soit là, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est un père, c'est un homme. Tu n'es pas ça. Comme un père peut pas prétendre être une mère. Un homme peut donner, il a été prouvé qu'un homme peut donner autant d'affection à un enfant qu'une mère. Oui, mais en fait, il y a une confusion Mais en fait entre la tendresse, Exactement. etc. Qu'à partir où un homme est tendre, alors il a ce côté féminin et finalement c'est la société elle-même qui imbrique la sensibilité potentiellement à la femme systématiquement, alors que elle est complètement intrinsèque à l'homme La aussi. tendresse, la douceur, l'affection, et tout n'a pas de sexe. Tu vois, comme je te disais, et des fois je me dis, ma mère, j'aime ma mère vraiment, mais des fois mon père était limite plus tactile que ma mère à des moments. Tu vois, il met des bisous, des câlins, etc. Et c'est pour un homme des années 20, qui est né en 1920. Ah ouais, c'est énorme. Tu vois. Ah oui, non, mais je vois très bien. Je pense qu'il a eu tellement, c'était tellement dur, sa vie était tellement dure, qu'il était une époque où il voulait de la douceur. Pour revenir à ta question, bien sûr, on va aller explorer maman, papa, maman. Après, on va pas baigner là-dedans. Moi, je suis pas psychothérapeute, on va pas aller faire du freudien, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la thérapie brève, c'est d'aller aller vraiment se connecter à sa version 2.0. Aller réveiller le lion, tu vois. Et c'est pas non plus faire du bootcamp hurler dans la boue, c'est pas non plus ça qui va régler. Il est important aussi qu'il puisse exprimer ce qu'il a exprimé. Exprimer ce qu'il a exprimé par rapport à son père, à sa mère, que ce soit craché, que ce soit hurlé. Ouais, mais il y en a, c'est pas facile, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait aussi, quand je faisais des week-ends initiatiques, ou quand je partais aux États-Unis avec les Sacred Sons, ou nous, maintenant, ce qu'on va faire avec les initiés, c'est qu'il y aura cette partie aussi. C'est bien beau d'être zénitude, lâcher prise, bienveillance. Ouais, mais il faut voir physiquement. À un moment donné, il faut se mettre à poil. Surtout sûr. les hommes. À un moment donné. Même textuellement, se mettre à poil complètement. Bien sûr. Non, et moi, j'entends vraiment faut se mettre à poil, mais quand je dis mets-toi à poil, ben, tu te mets à poil vraiment à poil. Bien sûr. Et on fait du combat rituel. Moi, je sais que j'ai fait des temps de sudation, inipi, etc. On était 30 gars à poil en train d'hurler et transpirer. Et c'est inconfortable et c'est important, en fait. Et c'est important. De se reconnecter avec sa masculinité. Se reconnecter à tout, en fait, à la terre, à la sueur, à la sueur des autres, tu vois, à ce côté, je suis à poil, en fait, je suis dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je peux pas me cacher derrière ma cravate, derrière ma Porsche, carte de visite avec Senior Accountant Manager. General Manager. Il me faisait lire, je lisais son truc, je dis, mais t'es général de quelle armée, toi? Parce que putain, il y en a des mots compliqués. Quand je vais voir, ah ouais, en fait, t'as un bureau avec un PC, quoi. Ok. Et... Là, pour les mecs, quand ils doivent attendre ça, l'ego, il doit en prendre un coup sur le moment, tu vois. Du coup, là, par rapport au couple, ce qu'on pourrait conseiller aujourd'hui aux hommes, ça serait quoi? De se reconnecter à leurs émotions, d'apprendre à se reconnecter à eux-mêmes? Moi, je donne pas de conseils, je dis juste ce qui marche pour moi. Ouais. Ce qui marche pour moi, c'est de m'être mis à poil. Émotionnellement et physiquement avec d'autres hommes. Alors ça peut être recoupé, etc. Ouais. Le mec s'est mis à poil avec des hommes, mais ça. Non, je parle de tous les week-ends immersifs initiatiques que j'ai pu faire. J'ai fait l'armée, donc là aussi on se retrouvait en slip. Tu prends ta douche avec 15 gars qui viennent de partout dans le monde. Et après c'était frères d'armes aussi, hein, tu vois. C'est d'aller vraiment s'explorer en fait et de sortir d'espèce de petite arrogance intellectuelle. Parce que les Français sont bons là-dedans. Petite arrogance intellectuelle de celui qui a tout compris. Et d'y aller vraiment, et de plonger vraiment. Et aussi aux femmes, de leur dire aussi, de l'autre côté, que ce n'est pas la faute des hommes systématiquement et que dans un couple, on est deux. Alors moi, en tant qu'homme, je l'entends mieux quand ça vient d'un homme, en fait. Ouais. Parce que sinon... oui, les femmes sont douées en général pour pointer du doigt, etc. Mais c'est ce que j'aime dans ce que fait Anissa, c'est qu'elle accompagne les femmes aussi à arrêter de regarder les hommes. C'est plus difficile, en fait, si c'est un homme qui le dit à une femme et une femme qui le dit à un homme. Moi, de ce que je remarque, c'est qu'il y a plein de femmes qui touchent très juste, qui ont une intelligence émotionnelle, d'accord, mais qui peuvent être vite dans le sauveur et oublient de retourner la caméra vers, tu vois, de vite voir tout ce qui va pas chez les autres, d'avoir un regard très précis, une empathie, etc. Fais le taf sur toi. Et moi, j'aime travailler avec les hommes et je dis, voilà, nous, on fait le taf sur nous et on va vous offrir en tant qu'homme ce qu'on a de mieux. Et après, chaque communauté, chaque orientation sexuelle ira se retrouver, faire ce qu'ils font. Moi, je parle comme marié à une femme, j'aime me retrouver avec des hommes, explorer ça. Et après, j'offre ça à ma femme et ils vont offrir ça à leur femme. Ouais. Mais d'aller
s'explorer dans des espaces aussi safe, parce que les hommes ne parlent pas entre eux, c'est pas vrai. Entre Ils les parlent hommes. pas. Ils parlent pas et Ils ont peur du jugement. ils sont terrorisés parce qu'ils sont toujours dans cette course, en fait, de verticalité de faut pas être une merde, faut pas être le gars, un pauvre type, faut vite aller là-haut, parce que là-haut c'est mieux, et quand il y a là-haut, c'est pas, ça se termine pas, il y a un autre là-haut encore. Ils ont très peu d'espace de réelle mise à nu émotionnelle. Où ils font semblant, ils vont rester en périphérie, t'es le ça va. Oui, c'est ça, c'est superficiel. Nous, c'est comment tu te sens toujours. Et ça va pas, comme Alain dit, alhamdoulilah, ça marche pas. C'est comment tu te sens. Je me sens en colère. Ok, nice. C'est un début. Colère dont on va parler dans un second podcast que je vous invite à suivre par la suite, qui sortira dans les jours qui suivent. Merci. Merci à vous pour votre écoute de cet épisode du Mal du siècle. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. À très vite.